À la veille de la mobilisation anti-CPE demain, Jacques Chirac lance un appel au dialogue au plus vite avec les partenaires sociaux. Dans les facultés, le mouvement continue. Pour le ministère de l'Éducation, il marquerait une légère pause. C'est le contraire, selon l'UNEF. En ce moment même, Dominique de Villepin reçoit les présidents d'université et insiste sur la liberté d'étudier. Les premières analyses de l'autopsie de Slobodan Milosevic semblent exclure l'empoisonnement. L'ancien dictateur sera inhumé demain dans sa petite ville natale. Dernier hommage des nostalgiques, ceux de sa génération. Mais la Serbie a déjà tourné la page. Pénurie inquiétante dans les maisons de retraite d'Île-de-France. Les listes d'attente s'allongent comme les délais, au moins 2 ou 3 mois et même davantage pour trouver une place. Dernière alternative la plus coûteuse, les institutions privées. Le salon de la forme et du bien-être ce week-end, pour certains à besoin, réflexe presque une religion. Signe des temps, le culturisme n'est plus en vogue et tout se fait en douceur avec des adeptes de plus en plus nombreux. Musique enfin avec du rap et la sortie du 4e album solo du chanteur du groupe IAM, Akhenaton. Pour la première fois, Akhenaton a lui-même produit son album intitulé Soldat de fortune. Madame, Monsieur, bonsoir. Un vendredi entre deux manifestations, un vendredi pour faire le point. Dans les facultés, le mouvement, d'après le ministère, marque une légère pause. 35 universités perturbées et 16 bloquées. Du côté de l'UNEF, au contraire, eh bien, la mobilisation se confirme. Voyons maintenant comment, sur le terrain, les étudiants ont repris ou non le chemin des amphithéâtres. Photos instantanées à Paris, Rennes et Aix-en-Provence. Florence Griffon et toutes nos équipes en région. Le calme après une nuit très mouvementée. À Rennes, aujourd'hui, seuls quelques étudiants sont venus tenir la permanence, ouverte il y a déjà plus d'un mois. Soutenus par leur président, ces étudiants espèrent bien que demain sera un très grand jour. C'est demain ou jamais. C'est de toute façon, après le 7 mars, qui était une très grande réussite, là, de toute façon, il faut que samedi il y ait du monde. Et ça, c'est rentré dans la tête de tous les étudiants. Jussieu, autre fac bloquée depuis longtemps. Aujourd'hui, ce sont quelques anti-blocages qui profitent de cette pause entre deux manifs. Étant fait connaître pour être opposé au blocage, je suis interdit d'âger, on me met dehors à coups de pied aux fesses. Parmi eux, des pros et des anti-CPE. Leur point commun, ils veulent pouvoir étudier. On a raté parfois un mois et une semaine de cours, c'est inadmissible. Un argument qui commence à prendre du poids, en tout cas il fait débat. Pour nous c'est retourner en arrière. Qu'est-ce que c'est les autres solutions que tu proposes aujourd'hui? On est les premiers à vouloir retourner en cours, donc on cherche les moyens les plus efficaces pour le retrait de cette loi. Si demain elle est retirée, demain on retournera tous en cours. Ici, on n'a jamais arrêté les cours. À Aix, ce n'était déjà pas le cas en 68. À la fac de droit, les étudiants étudient et ne se cachent pas pour exprimer leur attachement au CPE. Si on travaille bien, il n'y a pas de raison qu'on soit viré. Du coup, les anti-CPE se sentent un peu seuls. Je suis déçue parce qu'il n'y a pas de solidarité ni de dialogue avec les autres facs. Avec ses amis, elle ira manifester demain à Marseille aux côtés des syndicats. Le mouvement anti-CPE est-il majoritaire sur les campus? C'est bien difficile de le dire, il faut juger au cas par cas. Ce qui est certain, c'est que le blocus des facs a été souvent dénoncé, à tort ou à raison, ces jours-ci, comme étant imposé par une minorité active. Pour beaucoup, seul le principe du vote à bulletin secret reflète vraiment l'état d'esprit des étudiants. Et aujourd'hui, à Bordeaux, à la faculté de sciences, après concertation et passage par les urnes, le blocage a été désavoué. Reportage Francis Mazoyer, Philippe Dumail. Aux urnes, étudiants de Bordeaux 1. La question du jour est simple, doivent-ils, oui ou non, poursuivre le blocage de la faculté des sciences? Le scrutin est très contrôlé. On contrôle ce vote, on demande les cartes étudiantes de cette année de Bordeaux 1, parce qu'il faut que ce soit interne à la fac. La dernière fois, il y a des étudiants de Bordeaux 3 qui ont voté, on est à Bordeaux 1, on vote à l'intérieur de Bordeaux 1. On fait un vote avec des urnes, des oui, des non, et comme ça, il y a un dépouillement qui sera honnête et légitime. Professeurs ou étudiants, les observateurs font respecter la règle comme dans toute élection. Vous avez votre certificat de travail? Ouais, mais pas souvent. Quelle identité? J'ai que ma carte, la dernière fois j'ai voté avec ma carte. J'ai que ça, j'ai tout perdu, j'ai perdu mes papiers. Mais c'est inadmissible ça, on peut même pas voter. C'était affiché partout. Depuis mardi, le blocage de la faculté des sciences a été voté à main levée à une courte majorité. Une méthode contestée par de nombreux étudiants. Pour le comité de mobilisation, il fallait donc un système plus crédible. Un vote par les urnes, c'est ce qui nous a été réclamé, donc on l'a mis en place, même si c'est beaucoup de travail, il faut le savoir, et parce que oui, la crédibilité est importante pour que les gens continuent à se mobiliser. Lors du dépouillement, la situation s'inverse. Avec 50 voix d'écart, le vote penche finalement pour la levée du blocage. Nombre de non, 445.
On veut étudier, on veut pouvoir réussir nos examens, soulager du déblocage. On respecte forcément la volonté des urnes, mais on va essayer d'envisager beaucoup d'autres moyens d'action, à commencer par la grève qui a été votée à la quasi-unanimité. Bordeaux 1 reste en grève contre le CPE, mais dès lundi, ceux qui le souhaitent pourront retourner en cours. Et puis à Grenoble, pour que les cours puissent avoir lieu à la faculté de droit, ils ont été organisés en plein air à l'initiative des professeurs. Quelques 200 étudiants y ont assisté aujourd'hui avec une seule idée en tête, continuer à travailler à quelques semaines des examens. Au plan politique, quelle est la marge de manœuvre du gouvernement pour sortir de la crise? Quels aménagements, quelles solutions? Eh bien, à la veille de la journée d'action où devraient se retrouver ensemble syndicats, salariés et étudiants, Jacques Chirac appelle à dialoguer au plus vite. C'est la troisième fois que le chef de l'État s'exprime cette semaine sur le sujet, alors qu'un nouveau sondage affirme que 2 Français sur 3 sont opposés au CPE. Véronique Saint-Olive, Samuel Humez. Au lendemain de la manifestation d'hier et à la veille de celle de demain, le président de la République a voulu intervenir solennellement ce matin et défendre pour la 3e fois de la semaine le CPE. Ça va créer des emplois nouveaux pour les jeunes qui sont aujourd'hui largement les laissés pour compte du marché du travail. Le gouvernement, vous le savez, est prêt au dialogue et pour ma part, je souhaite que celui-ci s'ouvre au plus vite. Mais le blocage est complet. Des milliers de jeunes continuent de dénoncer la précarité du contrat, soutenus depuis le début dans la rue et sur les plateaux de télévision par les ténors de l'opposition. On ne parle pas de la jeunesse, si ce n'est pour la montrer du doigt, et quand on fait quelque chose pour elle, on la stigmatise et on la traite comme si elle n'existait pas, comme s'ils n'étaient pas des citoyens. Ça ne concerne pas les Bac+5, le CPE, ça concerne les 450 ou 500 000 jeunes qui ont aujourd'hui moins de 26 ans, qui ont entre 18, même entre 16 ans et 26 ans, et qui sont chômeurs. Le ministre de la Cohésion sociale, lui, voudrait rassurer les jeunes, inquiets à la perspective d'un licenciement sans motif. Il faut justifier, évidemment, alors, est-ce que c'est auprès d'un référent? Ce qu'a voulu faire le Premier ministre, c'est justement que ce ne soit pas une période d'essai qui n'apporte aucune garantie. Mais à gauche, pas question de négocier quoi que ce soit. Si le Premier ministre est véritablement sincère, si c'est l'intérêt de la France qui prime, il doit accepter de retirer ce texte et prendre le temps peut-être de mieux convaincre. Mais ce soir, dans l'entourage du président de la République, on exclut formellement le retrait du texte. Mais on évoque des aménagements possibles, on rappelle que le gouvernement est prêt à dialoguer et on attend pour voir les manifestations de demain. Dominique de Villepin qui à Matignon reçoit en ce moment même les présidents d'universités, un entretien auquel participe également le ministre de l'Éducation et celui de l'Enseignement supérieur. Vous le savez, parmi ces présidents d'université, quelques-uns sont sortis de leur réserve pour réclamer le retrait du CPE. Le Premier ministre qui, avant cette table ronde, a insisté sur la liberté d'étudier des universités. Nous l'écoutons. Nous avons tous un objectif commun, la préparation de l'avenir des jeunes et leur bonne insertion dans l'emploi. C'est un objectif essentiel pour nous tous. Nous voulons que les étudiants puissent préparer sereinement leurs examens et qu'ils aient la liberté d'étudier. Retour maintenant sur les incidents en fin de manifestation hier à Paris. Plusieurs heures de face-à-face avec les forces de l'ordre dans le quartier de la Sorbonne. Près de 190 personnes ont été interpellées. Il s'agit dans l'ensemble de casseurs ou de militants extrémistes. Amaury Guibert, Lionel Langlade. La place de la Sorbonne, place interdite. Dans l'après-midi, les CRS bouclent totalement la zone pour éviter de nouveaux incidents. Plus tôt dans la journée, des commerçants constatent les dégâts de la nuit dernière. Les émeutes leur laissent un goût amer. Les CRS sont pas assez nombreux, je pense, pour pouvoir avancer, les refouler. Donc ils arrivent en bande et pour tout casser. Il y avait des groupes anarchistes, drapeau noir, côte à côte avec des groupes trotskistes, drapeau rouge. Mais les drapeaux ont vite laissé place aux projectiles en tout genre. Face à des gendarmes qui restent stoïques, plusieurs centaines de casseurs visiblement bien organisés. Pendant que certains harcèlent les forces de l'ordre, d'autres mettent à sac une ancienne librairie, puis un café pour y trouver des munitions. Partout autour de la Sorbonne, des petits groupes très mobiles. Un peu plus loin, des voitures sont retournées et incendiées. Les incidents impliquent quelques casseurs venus de la banlieue et surtout des militants d'extrême gauche.
Mais parmi les 187 personnes interpellées dans la soirée figurent aussi d'autres extrémistes. Il est certain que nous avons eu affaire, en ce qui concerne notamment la Sorbonne, à des assauts de groupes d'extrême gauche extrêmement violents. L'extrême droite s'est manifestée un peu hier soir, mais un groupe beaucoup moins important. Cet après-midi, au Palais de justice de Paris, un lycéen majeur est déjà passé devant le tribunal en comparution immédiate. 20 autres casseurs présumés sont toujours en garde à vue. Quelques manifestants se sont rassemblés à l'extérieur pour demander leur libération. Y a-t-il eu torture ou maltraitance sur des islamistes en garde à vue dans les années 95 à Paris, dans une période marquée par les attentats dans la capitale? Un livre intitulé Place Beauvau l'affirme. Aujourd'hui, la police des polices rend son premier rapport et conteste l'essentiel de cette thèse. Zinine Boudaoud, Alain Dubas. 5 semaines après avoir été saisie, la police des polices a achevé son enquête administrative. Dans la salle, très attentifs, les 3 auteurs de l'ouvrage Place Beauvau. Dans ce livre, ils décrivent des tortures qu'auraient subies de la part de policiers des islamistes impliqués dans la vague d'attentats de 1995. La police dément formellement. Des raccourcis, des contre-vérités, des allusions à la guerre d'Algérie et à la sinistre prison irakienne d'Abu Ghraib donnent une image terrible d'une enquête policière difficile. Dans leur livre, les 3 journalistes racontent des scènes où des suspects sont torturés à l'électricité, frappés, privés d'eau ou de sommeil. L'un des suspects de l'époque a réitéré ses accusations 11 ans après devant la police des polices, mais aucun tortionnaire n'a été identifié ou dénoncé par ses collègues policiers. Il y a eu un travail honnête qui a été fait. Le problème, c'est que nos sources nous répètent qu'ils ne diront rien devant l'IGPN, parce qu'ils sont automatiquement sanctionnés, voire révoqués de la police. Pas de torture, mais l'IGPN concède des gifles. Roger Marion, le patron à l'époque de la police antiterroriste, est également mis en cause. On est en pleine hypocrisie. On sait qu'il y a même des policiers qui vont reconnaître qu'effectivement il y a des violences extrêmes qui ont pu être portées à ce moment-là, mais qu'on était dans un contexte bien particulier et qu'à partir de là, il y a des choses qu'on ferme les yeux sur un certain nombre de choses. Le ministre de l'Intérieur a promis des sanctions contre les policiers si les auteurs des brutalités étaient identifiés. Le rapport a été transmis à la justice. L'actualité à l'étranger avec cette opération des forces américaines présentée comme une offensive majeure. Depuis hier, des hélicoptères ont acheminé des troupes dans la région de Samara. Plusieurs caches d'armes ont été découvertes. Cette opération semble prendre une ampleur plus réduite en fait que celle annoncée. Notons que nous sommes à quelques jours du 3e anniversaire du début du conflit en Irak. Slobodan Milosevic devrait être enterré demain dans sa petite ville natale, à 70 km de Belgrade. Sa famille n'assistera pas aux obsèques, apprend-on ce soir. Les premières analyses de l'autopsie semblent exclure la thèse de l'empoisonnement. À Belgrade, derniers hommages d'hommes et de femmes de la génération de l'ancien dictateur. Une poignée de nostalgiques face à un pays qui a déjà tourné la page. Jérôme Beny, Amman Rab. À chacun son badge. L'hommage à Slobodan Milosevic fait marcher le petit commerce au bord de la file d'attente des milliers de Serbes venus se recueillir devant l'ancien président. Cet jour est très triste pour vrais Serbes. Tous ceux qui ont fait le déplacement appartiennent à la génération de l'ancien président. Mais dans cette ville de Belgrade en panne, où les immeubles détruits par les frappes punitives de l'OTAN en 1999 ne sont toujours pas reconstruits, la jeunesse, elle, tourne résolument le dos à cette page de l'histoire serbe. Notre souci, c'est que le soleil brille à nouveau. Chaque étudiant doit trouver une raison d'être, la profession qui lui convient. Avec l'inquiétude d'entrer sur un marché du travail où le chômage touche un tiers de la population. Quelques usines redémarrent pourtant, comme cette fabrique de confiserie privatisée il y a un an avec un apport de capitaux slovènes. Elle exporte un tiers de sa production, surtout vers la Russie et l'Ukraine. Les portes de l'Europe, elles, tardent à s'ouvrir. La principale difficulté que rencontrent les entreprises serbes d'aujourd'hui, c'est le manque de compréhension de l'Europe. Alors que nous avons beaucoup à offrir en termes de qualité pour le marché européen et pour le marché mondial. Aujourd'hui, la plupart des Serbes voudraient oublier cette décennie des années 90, synonyme de guerre, pour se tourner vers l'avenir.
En Grande-Bretagne, les 2 cobayes victimes d'essais thérapeutiques qui ont mal tourné. Ces 2 hommes sont toujours entre la vie et la mort. Ceux qui ont reçu des placebos, évidemment, en sont sortis indemnes, mais terriblement choqués. Une affaire qui pose la question de la législation française. Nathalie Sapena, Régis Maté. Ce jeune homme est un rescapé. Dans l'essai clinique anglais qui a mal tourné, lui a reçu le placebo. Il a vu l'état de ses 6 voisins de chambre se dégrader en moins de 20 minutes. Les pauvres gars, ils hurlaient qu'ils avaient mal au dos. J'étais terrifié. 4 grands gars baraqués qui souffraient et qui suppliaient qu'on les aide. De telles catastrophes sont rarissimes. Les essais de phase 1 ont pour but de tester un médicament pour la première fois chez l'homme. L'objectif, vérifier sa tolérance. En France, ils sont réalisés dans des centres agréés, inspectés régulièrement selon des protocoles très stricts. Il va y avoir des effets indésirables ou désirables, mais souvent des effets indésirables en montant les doses. Mais bien évidemment, on arrête l'essai avant que les doses réellement toxiques soient atteintes. Les volontaires sains sont souvent des étudiants en médecine, comme cette jeune femme qui a testé il y a 2 ans un médicament contre la tension avec quelques effets secondaires. J'avais des vertiges, mais rien de grave. Et vous avez fait ça pour quelle raison? Pour gagner d'argent. Impossible en France de devenir un cobaye professionnel pour éviter les risques d'accident. En France, le volontaire ne peut pas être un professionnel. Voilà. Pour quelle raison? Pourquoi? Parce que la loi française précise qu'il ne peut pas recevoir plus de 3 800 € par an. Tous les essais cliniques, il y en a eu plus de 1000 l'an dernier, sont déclarés et autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire, après avis d'un comité de protection des personnes, une législation très stricte qui existe depuis 18 ans. De nouveaux chiffres qui concernent la Réunion et l'épidémie de chikungunya. Selon l'Institut national de veille sanitaire, l'épidémie a touché 212 000 personnes, soit un quart de la population depuis le printemps 2005, et 148 décès ont été provoqués directement ou indirectement par la maladie virale. Les Canaries deviennent un nouvel Eldorado pour les clandestins. Des milliers de candidats à l'immigration prennent tous les risques pour tenter de gagner l'Europe. Nouveau point de départ, la Mauritanie, depuis que le Maroc et l'Espagne multiplient les contrôles. Bernard Lebrun. Eux ont survécu à l'enfer, celui d'une traversée clandestine et dangereuse sur l'Atlantique. Mais 2 de leurs compagnons sont morts à bord. Tous sont revenus au point de départ, la Mauritanie. Dans ce port de Nouadhibou, où se concentrent les clandestins africains candidats à l'exil. Ils sont guinéens, maliens, ivoiriens, venus de tous les pays d'Afrique de l'Ouest, dans ce pays très pauvre, incapable de fermer ses frontières au cœur du désert. Quant aux clandestins, arrêtés puis refoulés, quels qu'en soient les risques, ils sont prêts à recommencer. Je vais rentrer en Europe ou bien je mourir. On va retourner en Espagne, Inch'Allah. Pour ces Africains venus du continent, l'Espagne, l'Europe, c'est là-bas, à 5 jours de mer des côtes mauritaniennes, l'archipel des Canaries, territoire espagnol. Cette nouvelle filière d'immigration clandestine connaît un incroyable essor depuis que le Maroc et l'Espagne ont renforcé les contrôles en Méditerranée. Depuis janvier, les gardes-côtes espagnols ont compté 1560 arrivées de barques aux Canaries et repêché 69 corps. Mais le Croissant Rouge mauritanien parle de 3000 disparus en mer depuis le début de l'année. On ne peut pas payer plus cher que sa vie, donc ils sont prêts à donner leur vie pour aller en Europe. La Mauritanie, pays de transit débordé par la situation, a appelé l'Europe à l'aide. Aujourd'hui, l'Espagne a envoyé une délégation à Nouakchott pour tenter de briser cette nouvelle filière d'immigration clandestine. En France, pénurie inquiétante dans les maisons de retraite de Paris et de sa région. Les délais s'allongent comme les listes d'attente. Dans les établissements publics, il faut jusqu'à 2 ou 3 mois pour avoir une place et même bien davantage. Reste pour ceux qui en ont les moyens, les institutions privées. Reportage Laetitia Legendre, Alain Locaccio. Vous allez bien ? Madame Bernard, 85 ans, ne le sait pas forcément, mais c'est une privilégiée. Elle a obtenu, après une hospitalisation, une place dans cette maison de retraite publique, alors que les listes d'attente sur Paris ne cessent de s'allonger. Je suis né à Paris, je veux mourir à Paris. C'est bête, mais c'est comme ça. Scorpion, réussite, vous devrez vous adapter à des changements inéluctables.
Du fait du maintien à domicile, les personnes qui entrent en maison de retraite sont plus âgées, mais aussi plus dépendantes. C'est là que le casse-tête commence pour les familles. 6 mois d'attente en moyenne dans les établissements publics parisiens, parfois beaucoup plus. Le stock en attente de demandeurs correspond à 3 années de flux d'admission. Cela dit, un certain nombre de personnes se désistent, changent d'avis, trouvent ailleurs. Mais c'est vrai que la tendance est à l'engorgement et à l'allongement des délais d'admission. L'alternative alors pour les familles, les maisons de retraite privées, souvent beaucoup plus chères, avec moins d'attente. Ce boom démographique inquiète professionnels et politiques, d'autant que le prix du foncier est toujours plus élevé et le coût des travaux ne facilite pas toujours la construction d'établissements. Les coûts sont tellement élevés qu'ils sont aussi des freins. Or, toutes ces questions font que c'est difficile de créer des établissements. C'est vrai qu'on n'a pas construit suffisamment de maisons de retraite en prévision du baby-boom. Une saturation qui affecte et bloque toute la filière de gérontologie, et plus particulièrement le secteur hospitalier. Cette année, l'hôpital de Plaisir a dû réorienter vers des services moins appropriés une 50aine de personnes très dépendantes, faute de place, du jamais vu. Dans notre hôpital, comme dans d'autres établissements, une grande partie de notre filière est prise par des patients qui n'ont rien à faire dans des lits de soins de suite, mais qui devraient déjà être accueillis dans des structures d'hébergement. Entre la maladie d'Alzheimer galopante et les difficultés à recruter du personnel soignant, les professionnels du grand âge s'inquiètent. L'an dernier, le gouvernement a annoncé la création de 10 000 lits d'ici 2008. Il en faudrait, selon les associations, au moins 4 fois plus. Au moment où on parle beaucoup de parité en politique, sachez que le Conseil constitutionnel vient de s'opposer aux quotas de femmes dans les conseils d'administration et les comités d'entreprise. Le détail avec Alix Bouyaguet. Autour de cette table de conseil d'administration, pas une femme. Et ce n'est pas un cas isolé. La loi sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes prévoyait d'instaurer un quota de 20% de femmes dans les conseils d'administration, les comités d'entreprise, les délégués du personnel ou encore les prud'hommes. La mesure a été retoquée par le Conseil constitutionnel. Pour expliquer sa décision, ses 10 membres, dont 3 femmes, s'appuie sur l'article 1 de la Constitution. Il stipule « La France assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion ». Implicitement pour le Conseil constitutionnel sans distinction de sexe. Seule entorse à cette règle, les élections politiques, mais pour adopter la loi sur la parité, il a fallu réformer la Constitution. C'était en 1999. Tout un symbole, la dernière cheminée de Métal Europe a été dynamitée ce matin et avec elle se tourne définitivement la page de l'histoire de cette fonderie créée il y a plus d'1 siècle. Depuis sa liquidation il y a 3 ans, le site a été dépollué et remis en état par d'anciens salariés. Peggy Leroy. C'était le dernier symbole visible de Métal Europe Nord. La dernière cheminée de l'ancienne fonderie est partie en fumée vendredi. Les anciens salariés, toujours émus, assistent à chaque dynamitage. Avant sa fermeture en janvier 2003, l'usine c'était ça, 89 bâtiments, tous presque ont été démantelés. Le groupe Glencore était l'actionnaire principal. Il a laissé le site dans un état jugé désastreux. 19 000 tonnes de déchets dangereux laissés en vrac, du plomb partout. Aujourd'hui, peu à peu, la nature reprend ses droits. Lorsqu'on est arrivé sur le site en 2003, on découvrait des pigeons morts partout. En fait, ils piqûraient le plomb et décédaient assez rapidement. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir derrière moi, vous retrouvez des nuées de pigeons sur le site. On a même quelques perdrix qui sont réapparus, donc c'est que la vie reprend. C'est une filiale du groupe Suez qui s'occupe de la dépollution. Coût total, 28 millions d'euros, dont 7 pris en charge par des fonds publics. Mais les poussières de plomb se sont dispersées bien au-delà de l'usine. En tout, 1100 hectares sont considérés comme pollués. 3 ans après la fermeture de Métal Europe, il faut encore passer au jet d'eau, les cours de récré. Ici, on a besoin de nettoyer les cours d'école puisqu'on est sous les vents dominants de l'ancien site Métal Europe, vent dominant qui amenait donc régulièrement des poussières chargées en métaux, plomb, cadmium. Le plomb s'est immiscé partout. Il faut retirer 30 cm de terre autour des nouvelles constructions, là où s'est concentrée la pollution. Le plomb n'est pas biodégradable, il est là pour l'éternité.
Après de nombreuses péripéties, l'Assemblée a finalement voté une loi qui sanctionne le téléchargement illégal, et ceci concerne les internautes qui encourent des sanctions ou des amendes s'ils piratent une chanson ou un film. L'industrie du disque est satisfaite, les droits d'auteur sont préservés. Abdel Mostefa, Olivier Lenouza. 4 heures du matin, beaucoup sont dans leur lit. Le ministre de la Culture, lui, sort de son cauchemar. C'est un débat qui a été long. C'est un débat qui a été passionné. Fin des péripéties, son projet de loi est enfin adopté. Voici donc ce qui attend l'internaute. 38 € d'amende pour qui télécharge illégalement une musique ou un film. 150 € pour qui met des fichiers à disposition d'autres internautes. 3 ans d'emprisonnement, 300 000 € d'amende pour qui fait circuler des logiciels de téléchargement. D'autres sanctions sont aussi prévues en cas de contournement des systèmes de protection des œuvres. De quoi satisfaire l'industrie du disque. 38 € d'amende ou 150 € selon le cas, pourquoi pas, dès lors que ces amendes s'appliquent œuvre par œuvre, titre par titre, et non pas à chaque constat. Il est fondamental que ce nouveau régime ait réellement un effet dissuasif. Un service spécialisé sera chargé de débusquer et de dissuader les pirates. Mais du côté des opposants à cette loi, on est très sceptique. Ça fait plusieurs années maintenant que des millions de consommateurs téléchargent des œuvres sur le réseau numérique, ont un nouvel accès à la culture. Il faut prendre en compte cette révolution des usages et non pas aller à un système d'amende qui, très honnêtement, ne nous paraît pas vraiment de nature à être efficace. En attendant le vote du Sénat et les décrets d'application, les pirates ont quelques mois de répit, du moins ceux qui sont inquiets. Car les autres pensent que cette loi est d'ores et déjà dépassée par la technologie. Dernier venu dans la galaxie des jeux vidéo, les adaptations de films. Il existe depuis une quinzaine d'années, mais après avoir été considérés comme de simples produits dérivés, les éditeurs de jeux vidéo ont décidé de faire des efforts et les résultats sont là. Laurent Dit, Éric Delagneau. Forcément, ça commence un peu comme un film. Vodka martini, au shaker, pas à la cuillère. Sauf qu'ici, vous ne regardez pas James Bond, vous êtes James Bond. L'identification, c'est la clé du succès de toute cette gamme de jeux vidéo. Mais qui êtes-vous? Mon nom est Bond, James Bond. Un univers cinématographique vous permet de toucher très rapidement un grand public et d'installer le jeu vidéo et la promesse que peut faire un jeu vidéo en tant qu'expérience auprès de personnes qui ne seraient pas forcément attirées a priori par le jeu vidéo. C'est pour ça que les éditeurs de jeux payent des droits aux majors hollywoodiennes en échange de la renommée des personnages, comme ici ceux du monde de Narnia. Mais acheter une licence, c'est-à-dire des droits sur un film, cela coûte cher, ce qui pendant longtemps a contribué à la mauvaise réputation de ces adaptations. Historiquement, l'argent allait globalement dans la licence. C'est pour ça qu'il y avait peu d'argent pour le reste. Il y avait peu d'argent pour les graphismes, il y avait peu d'argent pour la technique, il y avait peu d'argent pour payer les développeurs. Donc effectivement, ils faisaient un jeu à la va-vite. C'est moins vrai aujourd'hui. Le développement des jeux est de plus en plus soigné. Et même si souvent leur sortie est coordonnée avec celle du film, beaucoup sont plus que de simples produits dérivés. La base de l'exercice, évidemment, retracer le plus fidèlement l'univers du film. Pour le jeu vidéo adapté du Parrain qui sort ce mois-ci, certains acteurs de la trilogie ont repris du service. On leur a posé des capteurs électroniques directement sur la peau et ils ont rejoué certaines séquences. Objectif, obtenir encore plus de réalisme. Désormais, il n'est d'ailleurs pas rare de voir des échanges entre cinéastes et développeurs. Avant même les premières prises de vue du film, on a discuté pour savoir comment on allait intégrer au jeu des éléments du film et vice-versa. Et même si les univers sont déjà tout faits, cela n'empêche pas forcément la créativité. En alliant la licence d'un film avec celle d'une marque de jouets, un éditeur avait sorti ce jeu plutôt original l'année dernière. On passe au sport avec les Jeux paralympiques de Turin et une très belle journée pour les Français. 2 médailles, l'or et l'argent. Christophe Duchéron, Frédéric Basile. La médaille d'or, le drapeau, la Marseillaise, c'est le bonheur en 3 dimensions de Nicolas Berejny et Sophie Troc, qui de la tête et des épaules ont dominé à la mi-journée le slalom géant des Jeux paralympiques. Dossard 32 comme le Gers dont il est originaire. Nicolas malvoyant ski avec Sophie qui le guide de la voie. Il ne perçoit pas le relief et ne distingue les portes qu'au moment où il les passe. L'objectif c'était de rester le plus près possible de Sophie pendant la course. À l'arrivée, collés l'un à l'autre, meilleur temps des 2 manches, victorieux d'un sport individuel qui se court à 2, où la concurrence est vive et le niveau élevé. Participer, ouais, mais gagner aussi, quoi, surtout. Et on skie tous très bien, donc on sait qu'il faut y aller à fond. Donc, tant qu'à s'engager, bosser et tout, autant avoir la médaille d'or.
Chez les femmes, même course, même handicap pour Pascal Casanova qui, avec sa guide Bénédicte Senas, obtient une belle médaille d'argent. Elles sont battues de 27 centièmes par l'italienne Silvia Parente. Silvia est aveugle, catégorie B1. Elle doit sa première place à un temps compensé, compte tenu de son handicap. Mais quel exploit! Je tire mon chapeau, bon, elle est chez elle, la piste elle la connaît, c'est sûr que pour une B1, une aveugle c'est un avantage. Mais maintenant ça fait pas tout, elle a un ski qui est énorme. Avec 12 médailles, dont 5 en or, la France occupe la 5e place au classement des nations. Ce qui est mieux déjà que les pronostics les plus optimistes, surtout qu'il reste 2 jours de compétition et d'autres titres à glaner sur la neige transalpine. Rugby à la veille du match Galles-France, une rencontre décisive pour le 15 tricolore. Si les Bleus s'imposent au Pays de Galles, ils prendront une sérieuse option sur la victoire dans le tournoi. Julien Benedetto, Jean-François Renaud. À Cardiff, cela fait longtemps que le prince n'est plus au château. Mais avec le renouveau du rugby gallois, les habitants ont trouvé dans le 15 de Galles leur nouveau roi. Le grand chelem réalisé l'année dernière a réveillé le souvenir de l'âge d'or du rugby gallois des années 70. Malgré un tournoi 2006 raté, le pays retrouve l'ambition. Nous, on n'a jamais déserté le stade, même quand ça allait mal pour les nôtres. Qu'ils perdent ou qu'ils gagnent, on est derrière eux. C'est ça l'état d'esprit gallois, être là dans les mauvais ou dans les bons moments. Revivre un grand moment, comme cette victoire au Stade de France l'année dernière, qui avait ouvert au Diable Rouge les portes du Grand Chelem, le premier depuis 1978. Les Bleus n'ont pas oublié. À l'heure de les affronter, il y a un petit esprit de revanche par rapport à l'année dernière? Non, pas trop. Et puis bon, je pense qu'on n'est pas rancunier. On essaie justement de se concentrer sur ce qu'on a à faire, sur notre jeu, sur notre défense, pour pouvoir aborder ce match avec le maximum de confiance. Irréguliers en début de tournoi, les Bleus ont séduit en dévorant l'Angleterre la semaine dernière. Une belle impression de puissance pour un match référence. Contre le Pays de Galles, la France est au carrefour des ambitions. La victoire dans le tournoi ou le retour du doute. Si on gagne ce tournoi, eh bien le match de l'Écosse sera oublié. Et par contre, si on perd au Pays de Galles, tout le monde dira que l'équipe de France aura fait un mauvais tournoi. À Cardiff, l'équipe de France de rugby n'est pas seulement venue chercher la victoire dans le tournoi des 6 nations. Après la belle victoire contre l'Angleterre, il est désormais question de constance dans la performance à un an de la Coupe du Monde. La forme et le bien-être, pour certains un besoin, un réflexe, une passion. Signe des temps, le culturisme n'est plus en vogue et tout se fait en douceur, comme on l'a constaté au salon du Body Fitness qui se tient à Porte de Versailles tout le week-end. On attend 50 000 visiteurs pour cette 19e édition. Mallory Aouno, Philippe Jasselin. Le muscle brille, la sueur perle, le latex colle. Pas de salon du Body Fitness sans ses bodybuildés. Et quand Miss Body Italie entre en scène, les messieurs restent quoi? Bref, la gonflette, ça impressionne toujours. C'est sexy le muscle, ça reste quelque chose qui séduit? Oui, je pense. Ouais, pour plaire aux femmes, je pense maintenant il faut un peu faire de musculation. Pourtant, ce n'est plus le culturisme qui fait les beaux jours du salon. Cours de step, de pilates ou de hip-hop, autant de disciplines qui gagnent du terrain, toutes générations confondues. Auparavant, Christian pratiquait intensivement le poids et les haltères. J'ai eu la tentation de me reconvertir dans le fitness. Des choses plus douces finalement? Elles sont plus douces, oui, et elles conviennent peut-être davantage à l'âge qui est le mien aujourd'hui. Le fitness, dans les années 80, pour les Français, c'était ça. Véronique et Davina à la télé le dimanche matin. 30 ans après, elles sont toujours là. C'est indémodable, on a besoin de s'entraîner, on a besoin de se sentir bien. On a un millier de choses maintenant à la disposition des gens. Donc il ne faut pas se négliger, il faut penser à soi. Penser à soi, mais en douceur. La tendance, c'est moins de transpiration et plus de bien-être. Exemple, le Body Balance. Et pour ceux qui rêvent toujours de tablettes de chocolat, ces ballons d'air ergonomiques épargnent le dos pendant les exercices. Aujourd'hui, 27% des Français pratiquent le fitness, soit environ 15 millions de personnes. Et visiblement, la relève est assurée. Musique avec du rap et la sortie du 4e album du chanteur du groupe IAM, Akhenaton. Pour la première fois, Akhenaton a lui-même produit son album intitulé Soldat de fortune. Abdel Mostefa, Dominique Bonnet.
Loin des clichés, sur les hauteurs de Marseille, le coin a des airs de maquis. Et ça tombe bien, car le nouveau disque d'Akhenaton s'appelle Soldat de fortune. Je suis un peu comme certains jeunes au Vietnam. Ils étaient là, ils ne savaient pas pourquoi ils étaient là. Moi, je me trouve dans ce monde des fois et je me demande pourquoi j'y suis. Mais en tout cas, je lutte pour être heureux avec mes armes, en ramassant mes petites pierres, mes petites branches. Voilà ce que c'est un soldat de fortune aujourd'hui. Soldat de fortune dans la vie et dans la musique. Cette fois, pas de grosse maison de disques pour le soutenir. Son nouvel album, Akhenaton a choisi de l'autoproduire avec son propre label. Alors voilà, on est dans les bureaux du label, de la société d'édition, société de management. C'est ici qu'on fait tout. Et voilà le personnel que je vais m'empresser de réduire. Il va y avoir une légère compression, surtout de ce côté-là, pour respecter la tradition, française. On va s'en prendre aux femmes en premier. Ni licenciement, ni embauche à l'ordre du jour. Cette petite entreprise traverse modestement la crise du disque avec sa douzaine d'artistes au catalogue. Ici, c'est le studio B, c'est là où on enregistre la majorité de nos titres, des maquettes et tout ça. 06. Yeah. Akhenaton en répétition. Dans quelques jours, il doit chanter un de ses nouveaux titres en direct sur un plateau télé. J'ai chanté New York avec Liza Minnelli. Dans ma chambre, j'ai gravé sur mes cahiers glacés mes souvenirs du Zaïre. Du rap en prime time, moment rare. Aujourd'hui, il y a des groupes qui vendent énormément de disques qui sont invités nulle part. Donc il y a forcément un problème. Le problème, il est pas musical alors. À ton avis, c'est quoi le problème? Musique de minorité trop visible, trop violente. Le soldat Akhenaton se bat contre les préjugés avec conviction et dérision. Enfin, sachez que le prix France Télévisions a été décerné ce matin à Hubert Prolongeau pour son livre Victoire sur l'excision, paru chez Albin Michel. Ce prix lui a été remis au Salon du Livre. C'est un journaliste, un nouvel observateur, journal du dimanche, et on peut dire donc c'est un livre de journaliste, mais un livre de journaliste. Avec Bernard Pivot. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo Nathalie Riouet, puis le point route Valérie Maurice. 20h50, une soirée de polar. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Excellente fin de soirée sur France 2.